En ce moment même, à des milliers de mètres d'altitude, juste au-dessus des sables brûlants des Émirats arabes unis, il y a des pilotes qui naviguent au beau milieu de formations nuageuses naissantes. Ouais, et c'est pas des vols de routine. Ah ça non. Leur mission, c'est pas de transporter des passagers ou du fret, c'est littéralement de pirater la météo. Ils larguent des charges de sel très spécifiques pour forcer le ciel à libérer de la pluie au-dessus d'un désert qui, autrement, resterait complètement sec. C'est de l'ingénierie climatique pure et dure. Exactement. Bon, décortiquons ça. Parce qu'en se plongeant dans notre exploration du jour, qui est basée sur un reportage super détaillé d'Euronews, on réalise vite que l'humanité est en train de franchir un cap critique. Un cap sans retour, on peut le dire. C'est ça. Pendant des millénaires, notre espèce s'est contentée de chercher de l'eau, de s'installer près des fleuves ou de creuser des puits. Mais aujourd'hui, cette époque est révolue. L'eau ne se trouve plus, elle se fabrique. Et c'est fascinant. N'est-ce pas? La mission de cette plongée au cœur de nos sources, c'est de comprendre précisément la mécanique derrière ces technologies qui transforment les environnements les plus hostiles de la planète. Et bien sûr, de décrypter l'urgence qui pousse la science à innover aussi vite. Parce que, pour quiconque écoute ça en buvant tranquillement son café, l'eau semble aller de soi, mais le paradigme est en train de basculer. Ah, totalement. Et ce pivot vers la fabrication de l'eau, c'est pas juste pour la beauté du geste ou pour montrer nos muscles technologiques, hein. C'est une réponse directe à une trajectoire mathématique qui est franchement alarmante. Les chiffres des Nations Unies, c'est ça? Voilà, les données de l'ONU mises en avant dans notre source posent les bases de cette urgence. Actuellement, on a déjà 2,4 milliards de personnes qui vivent dans des conditions de stress hydrique. 2,4 milliards. C'est énorme. C'est vertigineux. Il manque d'un accès fiable à l'eau potable, mais la trajectoire pointe vers un chiffre qui va carrément redéfinir notre organisation géopolitique. On parle de 6 milliards d'êtres humains confrontés à la pénurie d'eau dans un avenir proche. 6 milliards. Donc on ne parle plus de sécheresse isolée ou de petites crises régionales. Exactement, on parle de la majorité de l'espèce humaine en fait. Et c'est cette pression démographique et climatique qui transforme des concepts dignes de la science-fiction en infrastructures de survie quotidienne. Et pour saisir l'ampleur de cette ingénierie de survie, commençons par ces fameux pilotes qui manipulent le ciel. L'ensemencement des nuages, le cloud seeding. Oui, très utilisé aux Émirats, où il pleut quelques jours par an à peine. Ouais, le niveau naturel de précipitation frôle le zéro absolu. Et nos notes indiquent qu'ils utilisent des particules de sel hygroscopiques, spécifiquement des chlorures de sodium et de potassium. C'est le cœur du système. Du coup, dans ma tête, c'est un peu comme utiliser un aimant à humidité géant. On force une éponge brumeuse, dispersée sur des kilomètres carrés, à se rassembler en gouttes lourdes. Mais au niveau moléculaire, comment de simples cristaux de sel jetés depuis un avion arrivent à faire ça? Tout repose sur la physique de la condensation, tu vois, et sur les propriétés ioniques de ces sels. Le terme hygroscopique, ça veut littéralement dire qui attire l'eau. D'accord. L'eau a une structure moléculaire polaire. Et les sels, comme le chlorure de sodium, sont composés d'ions chargés. Donc, quand on les disperse dans la masse nuageuse, ces ions agissent comme des noyaux de condensation surpuissants. Genre des points d'ancrage. C'est exactement ça, des points d'attache chimiques. Dans un nuage classique, l'eau reste en suspension. Parce que les gouttelettes sont microscopiques, elles flottent au gré des courants d'air. Mais avec ces sels, les molécules d'eau sont attirées par la charge des ions. Elles s'agglomèrent autour et elles fusionnent avec d'autres gouttelettes. Et donc elles deviennent plus lourdes. Voilà, on accélère brutalement le processus naturel d'accrétion jusqu'à atteindre une masse critique. La gravité prend le relais, elle vainc les courants ascendants et boum, la pluie tombe. Mais j'imagine qu'on ne peut pas simplement voler dans un ciel bleu d'été, larguer du sel et espérer créer une averse à partir de rien. Ah non, ce serait trop facile. Il faut déjà qu'il y ait une matière première, une structure météorologique à manipuler. Et en fait, la fenêtre d'opportunité est d'une étroitesse redoutable. C'est-à-dire? Les pilotes doivent pénétrer le nuage dans sa phase de formation, bien avant sa maturité. L'opération nécessite de repérer les zones de vent vertical, c'est-à-dire les courants ascendants qui nourrissent le nuage en air humide depuis le sol. Donc c'est super précis comme manœuvre. Extrêmement. Si le sel est largué trop tard ou en dehors de ces courants, les particules vont simplement retomber sans interagir. Ou pire, elles pourraient disperser le nuage existant. Ah bon, et donc on peut carrément annuler la pluie par erreur? Absolument. C'est une vraie intervention chirurgicale dans la dynamique des fluides de l'atmosphère. C'est une prouesse d'ingénierie humaine pour forcer la main à la nature. Ce qui rend les chiffres rapportés par Euronews d'autant plus frappants en fait. Réussir une manipulation aussi complexe permet d'augmenter les précipitations de 10 à 15%.
Et même jusqu'à 25% dans de bonnes conditions. C'est fou. Et le rendement calculé laisse vraiment sans voix. Sachant qu'un kilomètre cube de nuages contient environ 500 tonnes d'eau en suspension, Ce qui est déjà un chiffre difficile à concevoir. carrément. Eh bien, en une seule heure de vol d'encensement, ils arrivent à générer près de 100 000 mètres cubes d'eau au sol. 100 000. C'est une rentabilité spectaculaire, ouais. Mais attention, il y a un mais. Ah. Ce rendement est soumis à une contrainte incontournable. C'est la faille systémique du cloud seeding. Le fait que cette méthode soit entièrement prise en otage par la météo. Genre, s'il n'y a pas de nuages du tout pendant 5 mois, la ville s'assèche. C'est ça? Exactement. C'est le mur contre lequel se heurtent les mégalopoles désertiques. L'encensement, c'est un super multiplicateur de force, mais 0 multiplié par quoi que ce soit, ça fera toujours 0. Mathématiques basiques. Voilà. Pendant la saison chaude à Dubaï, le ciel est totalement vide. La technologie devient inopérante. Et les populations ne peuvent pas survivre sur la promesse d'un hypothétique courant ascendant. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas compter sur le ciel, ils sont forcés de regarder ailleurs. C'est ça. Cette contrainte stricte a obligé un endroit comme Dubaï à faire un pivot radical vers la seule réserve perpétuelle disponible, le littoral. Deuxième technologie majeure de nos sources, le recours à l'océan, la désalinisation à échelle industrielle. Et là, on change d'échelle. Totalement. C'est vertigineux d'apprendre que plus de 90% de l'eau potable de Dubaï vient directement de la mer. Ils ont des usines titanesques qui produisent 200 000 mètres cubes d'eau par jour. Et le cœur du processus, c'est l'osmose inverse, à travers des systèmes de membrane. Ouais, et souvent on vulgarise ça comme un simple filtre à café moléculaire, mais c'est faux. L'osmose inverse, c'est une lutte brutale. Moi, je l'imagine un peu comme un videur de boîte de nuit, microscopique. L'eau douce a le droit d'entrer, le sel reste à la porte. C'est une bonne analogie, mais il faut imaginer que la foule pousse très, très fort pour rentrer, avec le sel. Ah oui, l'eau veut naturellement diluer le sel, c'est l'osmose normale, c'est ça. Exactement. Et pour faire l'inverse, pour séparer l'eau douce et laisser le sel derrière, il faut appliquer une pression mécanique monumentale. Donc une force brute inouïe. Voilà, il faut littéralement forcer les molécules d'eau à travers ces membranes. Et pour vaincre cette pression osmotique naturelle, les pompes industrielles doivent générer des dizaines de barres de pression. Ça doit consommer une énergie folle. Absolument gigantesque. Ces usines sont des gouffres énergétiques. Mais bon, on comprend pourquoi ils le font. Le reportage donne une statistique qui remet tout en perspective. 98% de l'eau sur Terre est de l'eau de mer. Et si on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est terrifiant. Toute la civilisation humaine, l'agriculture, l'industrie, tout s'est développé autour des 2% restants. C'est dingue quand on y pense. Et donc, pour beaucoup de ces pays, la mer n'est pas une simple alternative, c'est la seule source possible. La dépendance d'une ville moderne à ces immenses usines côtières est totale. Et il y a un autre problème, non? Le processus crée un résidu massif. D'un côté, on a l'eau douce, mais de l'autre, on récupère de la saumure. Ah oui, la saumure. C'est une eau de mare extrêmement concentrée en sel, très lourde. Et il faut bien la relâcher quelque part. Et c'est un défi environnemental complexe. Si on la relâche sans précaution, elle coule au fond de l'océan et ça crée des zones mortes hyper salines qui étouffent les écosystèmes marins. Donc ils doivent utiliser des systèmes de dispersion sophistiqués pour la diluer. Oui, loin des côtes, dans des courants puissants. Mais au-delà de l'impact écologique, la désalinisation pose un problème géographique majeur. Bah oui, il faut un océan. C'est ça, c'est une solution centralisée qui nécessite des milliards d'investissements et un accès direct au rivage. Ce qui exclut immédiatement la moitié des zones arides de la planète. Si on prend une population isolée au milieu des terres, genre en plein centre de l'Australie, les méga-usines côtières ne servent à rien. Rien de tout. Et c'est ce besoin d'indépendance géographique qui a poussé la technologie à miniaturiser la production. On passe de l'usine géante à l'hydropanneau solaire. Exactement. Tirer l'eau du vide. Et ça, c'est ouf. On parle de panneaux alimentés par des cellules photovoltaïques totalement hors réseau. Pas de tuyaux, rien. Ils aspirent simplement l'air ambiant. Même un air extrêmement sec. Comment ça marche ? Le secret, il est dans l'ingénierie des matériaux à l'échelle nanométrique. Ce n'est pas de la simple ondensation comme un climatiseur. Ok. Ils utilisent un processus d'adsorption avec un dé. Le cœur du panneau est tapissé d'une sorte d'éponge moléculaire qui ne capture qu'un seul type de molécule H2O. Donc le reste de l'air passe au travers sans être piégé ? Voilà. Et la chaleur du soleil brise ensuite les liaisons chimiques faibles qui retenaient cette eau, libérant une vapeur très dense qui est enfin condensée en liquide. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce que les sources soulèvent un paradoxe fascinant pour notre audience. L'eau produite au départ est tellement pure, sans aucun polluant, qu'elle en devient presque trop pure. C'est ironique, hein? Grave. En fait, il faut obligatoirement la minéraliser à la fin pour qu'elle soit bonne pour la santé. Moi, ça m'a étonné qu'il faille artificiellement salir cette eau avec des minéraux pour que le corps l'accepte. Notre métabolisme s'est adapté à l'eau terrestre, tu sais, celle qui coule sur les roches, riche en calcium, en magnésium. Boire de l'eau ultra pure provoque un déséquilibre osmotique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'eau pure va chercher à se charger des minéraux de notre propre organisme. Ça peut créer des graves carences. Donc oui, le liquide parfait doit être volontairement ressali, entre guillemets, avec un bloc de minéraux. C'est fou. Mais ça reste une solution incroyablement élégante. Complètement. C'est décentralisé, ça ne demande que de l'air et du soleil. C'est d'ailleurs une réponse directe à l'objectif de développement durable des Nations Unies pour 2030. Ça rend la production d'eau accessible n'importe où. N'importe où sur Terre, oui. Bon, les hydropanneaux, c'est super, mais ça reste passif, non? Ça extrait l'humidité résiduelle de l'air. Oui, ils attendent que le vent amène l'air humide. Mais les scientifiques ont réalisé qu'ils pouvaient être beaucoup plus proactifs. C'est le dernier grand point de notre analyse. Court-circuiter l'atmosphère, la capture de l'évaporation. Intercepter l'eau au moment précis où elle s'évapore. Exactement avant qu'elle ne se dilue dans le ciel. Le rayonnement solaire fait naturellement s'évaporer l'eau des piscines, des lacs, des rivières. C'est le cycle naturel. Mais là, la technologie capture cette eau en pleine évasion. Et l'avantage massif ici, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Parce qu'on s'appuie sur un cycle thermodynamique déjà existant. Le Soleil fait tout le travail de séparation moléculaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie visuellement? Moi, j'imagine ça comme on place un couvercle invisible et intelligent au-dessus d'un lac en pleine canicule. Le lac transpire à cause du soleil et le couvercle attrape toute cette eau. C'est exactement ça. Et ça soulève une question super importante par rapport au changement climatique. Si on regarde l'Europe, par exemple, qui a subi des vagues de chaleur historiques récemment. Oui, la source mentionne bien l'Europe. Au lieu de subir ces canicules qui assèchent les barrages et les terres, cette technologie transforme le problème en solution. L'évaporation massive devient le moteur d'une production d'eau pure qu'on capture pour l'agriculture locale. C'est un changement de paradigme total. La canicule devient presque utile pour produire de l'eau d'irrigation, pendant que le lac lui-même perd moins d'eau puisqu'il est couvert. Voilà. On ne cherche plus à dominer la nature par la force brute, on s'insère de manière opportuniste dans le cycle naturel. C'est brillant. Franchement, si on résume ce voyage conceptuel qu'on vient de faire à travers nos sources, c'est fou. On est passé de la manipulation des nuages à 10 000 pieds d'altitude, au filtrage sous haute pression des océans, Puis à l'extraction de l'humidité de l'air du désert. et enfin à la capture furtive de la vapeur d'eau sur nos propres lacs. On contrôle tout. Mais il le faut. L'enjeu vital abordé dans ces textes, c'est l'urgence absolue de passer à l'action pour ces 6 milliards d'êtres humains qui vont subir le stress hydrique. Ces technologies, c'est notre boîte à outils pour survivre à ce qui arrive. Et justement, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue en lisant entre les lignes du reportage. Quelque chose à méditer. Je t'écoute. On vient de voir qu'on peut intercepter l'évaporation d'un lac avant qu'elle ne monte dans le ciel, et qu'on peut ensemencer en nuages pour le forcer à pleuvoir. Ok. Mais le cycle de l'eau est un système fermé, non? Totalement fermé. La quantité d'eau globale sur Terre ne change pas. L'eau s'évapore ici pour pleuvoir là-bas, poussée par les vents. Donc, si une région déploie des kilomètres de panneaux géants pour capturer toute l'évaporation de ses lacs pour ses propres cultures, Elle garde son eau chez elle. mais est-ce qu'elle ne prive pas involontairement la région voisine, située sous le vent, des nuages qui auraient dû s'y former naturellement? Ah! C'est une implication géopolitique terrifiante en fait. N'est-ce pas? Les conflits géopolitiques de demain, ils ne se joueront peut-être plus sur le contrôle physique d'une rivière avec un barrage. Mais sur le vol silencieux de l'humidité atmosphérique. Exactement. Le détournement de l'eau avant même qu'elle ne devienne un nuage dans le ciel du voisin. C'est la redéfinition pure et simple des frontières. L'espace aérien devient un réservoir d'eau douce en mouvement. Et il faudra le défendre. Eh bien, je pense que la prochaine fois qu'on se versera un simple verre d'eau, le regard qu'on portera dessus ne sera plus jamais le même. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie au cœur de nos sources. Continuez à interroger le monde qui nous entoure et à très bientôt pour une nouvelle exploration.